Il faut dire que la corruption est systémique au Cameroun. Systémique, elle est également structurelle. Systémique dans la mesure où elle permet le fonctionnement du système politique actuel. Le régime de Yaoundé est bâti sur la corruption. Lorsqu'on parle par exemple de la néopatrimonialisation, de la patrimonialisation de l'État, et certains parlent de la néopatrimonialisation de l'État, cela renvoie à la privatisation à des fins de prédation. La privatisation de l'État et de ses ressources à des fins de prédation. La prédation étant ici la consommation illicite des ressources qui reviennent à la grande masse. Donc, si on va suivant ce paradigme, si on fonde en fait l'ADN du régime de Yaoundé, du système en place sur le système néopatrimonial, parce que néopatrimonial, c'est comme si le patrimonialisme avait subi des aménagements ou alors avait été dilué. Je préfère rester dans le patrimonialisme. Alors si on pense l'État, on réfléchit l'État du Cameroun à partir de ce paradigme, il est clair que la corruption et le régime de Yaoundé, c'est pratiquement le parfait amour. Donc le système qui dirige aujourd'hui le Cameroun est un système qui vit par la corruption, qui vit de la corruption, par la corruption et pour la corruption. Et du coup, ça devient... concrètement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si on essaye d'anéantir la corruption au Cameroun, le système tombe. Le régime tombe immédiatement. Pourquoi? Je vais vous prendre un cas simple. Oui. Le cas de l'éternisation au pouvoir. Comment on finance l'éternisation au pouvoir? Comment se construit la maintenance du système éternitaire au Cameroun? Le système éternitaire, c'est en fait un système de prince principal et de petits princes. On a une principauté, le Cameroun est considéré comme une principauté avec un prince qui s'appelle Monsieur Biya Paul. Et à côté, vous avez des principautés qui sont pratiquement ces lieutenants qui ont le pouvoir sur les communautés, les pouvoirs sur les territoires. Alors, comment on fait pour apporter le soutien au prince central? On essaye d'accumuler les ressources nécessaires pour pouvoir lui assurer toute la semence pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Donc, lorsqu'on récupère, par exemple, l'argent dans les caisses de l'État, c'est pour le recycler dans l'économie informelle illicite des élections. C'est-à-dire que lorsqu'on finance, par exemple, les appels à candidature, lorsqu'on décide de donner à chaque participant un billet de 2000 francs, lorsqu'on décide, par exemple, d'aller offrir en son nom personnel des fourrages, pourtant on touche à peine 1 million de francs CFA, il faut dire que c'est avec l'argent de la corruption. Et tout cela, le bénéficiaire final, c'est le président de la République qui assure donc en fait la paternité du système éternitaire. Si on prend par exemple le cas de l'achat des consciences des opposants ou des acteurs de la société civile à qui on remet des grosses mallettes d'argent, vous pensez que ceux qui leur donnent toute cette grosse somme les récupère ou c'est ce qui est récupéré ou alors c'est ce qui est pioché dans les caisses de l'État. Donc le système actuel ne vit que de la corruption, par la corruption et pour la corruption. Donc c'est pourquoi ça devient un peu difficile de pouvoir compter sur le président de la République ou alors de faire confiance au président de la République parce que le faire, c'est comme lui demander de s'auto-flageller ou alors de vous donner des instruments qui vont concourir à sa destruction ou à la destruction de son système. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les initiatives qui ont été mises sur pied pour combattre la corruption sont totalement vouées à l'échec. Et pourquoi? Parce que au sommet, on est conscient du fait que si on combat la corruption, le système va s'écrouler. L'article 66, par exemple, la non-application de l'article 66 en dit long. Sur la déclaration des biens. Exactement. Le fait de ne pas appliquer cette disposition de la Constitution 30 ans après renseigne à suffisance sur le fait que le système n'a aucun intérêt
le président de la République lui-même n'a aucun intérêt à demander à ses lieutenants de stopper la saignée au niveau des caisses de l'État. Pourtant, la mise sur pied du tribunal criminel spécial, par exemple, visait à traquer les personnes qui détournent l'argent dans les caisses de l'État pour permettre aux institutions d'être véritablement fonctionnelles. On en a qui, aujourd'hui, sont en prison et qui payent le prix pour cela. Est-ce que ce n'est pas un début de lutte contre la corruption? Je dis bien, il n'y a pas une volonté réelle de combattre ou de lutter contre la corruption au Cameroun. Du moment où la Constitution, qui est la mère des normes, la norma normarum, n'est pas respectée en la matière, je vois mal comment des dispositions subalternes viendront exposer la réelle volonté du chef de l'État à combattre les prévaricateurs ou à lutter contre la corruption. Et donc, ce qui est fait actuellement, c'est quoi? Donc, ce qui est fait aujourd'hui, je vais vous dire, Romaric, oui. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation des faits de corruption à des fins d'élimination politique. Ça veut dire que nous sommes dans un système où tout le monde est présumé détourneur des fonds publics. Alors, à quel moment le policier de la fortune publique, entre guillemets, décide de se mettre en branle dans le cas de l'opération Épervier, du moment où il y a une opportunité de règlement de compte ou de purge politique? Je ne dis pas que ceux qui sont aujourd'hui dans les filets de l'opération Épervier, je ne dis pas qu'ils sont innocents ou alors ils n'ont pas mis le doigt dans le pot de confiture. Le problème, c'est le choix de ceux qui ont eu à mettre le doigt dans le pot de confiture. Donc, si on va sur la logique, suivant la logique de la généralisation de la corruption, la généralisation de l'esprit de détournement, de vol chez tous ceux qui entourent le président de la République, il est donc clair que si on veut vraiment combattre la corruption, on devrait normalement arrêter tout ce beau monde-là, ne serait-ce que dans le cadre de la présomption de détournement. Vous avez le cas récent de la Covid-Gate. La Covid-Gate. Avec le rapport de la Chambre des comptes. Alors, lorsque la Chambre des comptes finit d'énoncer tout cela, on a pratiquement 167 milliards qui sont en jeu dans l'affaire. Les choses où les torts sont établis de manière étanche ou quasi étanche par le Conseil, par la Cour suprême, qui est la première instance judiciaire de notre pays. Sa chambre estime qu'il y a eu tel fait, tel fait, tel fait. Les faits sont tangibles ou alors quasi tangibles. Et à la fin, on vous fait savoir que pour le moment, après avoir traîné plusieurs années, on vous dit que pour le moment, on n'a que mis la main sur 4 individus qui sont insignifiants dans la chaîne de responsabilité établie par le premier, deuxième et troisième rapport de la Chambre des comptes. Oui. Alors, on se demande, à ce rythme, on finira par mettre la main sur les cerveaux, peut-être quand ils ne seront plus de ce monde. Donc, pour vous faire savoir que la volonté affichée masque tout simplement une certaine intention d'instrumentaliser la justice à des fins purement politiciennes. Et on a aussi en droit de se poser la question, pourquoi ce sentiment d'impunité vis-à-vis des autres? Parce que je précise que dans le rapport 2023, la CONAC n'avait pas fait mention, par exemple, des affaires Glencore et Bourbon, dans lesquelles des agents publics camerounais de 2 sociétés d'hydrocarbures de la Direction générale des impôts ont été cités pour avoir, je rappelle, je précise bien, tel que mentionné, perçu des pots de vin. Alors, je crois que il faut aujourd'hui interroger la pertinence et l'opportunité de la multiplication des instances en charge de lutte contre la corruption. Oui. Vous avez la CONAC, vous avez le CONSUPE, vous avez le TCS, vous avez l'ANIF et bien d'autres institutions. Alors, est-ce que le législateur qui a décidé de la création de ces institutions, est-ce que le président de la République, celui qui promulgue les lois, qui a décidé de créer ces institutions, était dans des prédispositions de quelqu'un qui veut combattre véritablement la corruption, ou alors quelqu'un qui veut juste démontrer
qu'il lutte contre la corruption. Pas démontrer même, montrer. Parce qu'il y a une différence entre la logique monstrative et démonstrative. Le montrant, c'est juste pour essayer de prouver qu'on est vraiment... Or, dans la démonstration, c'est qu'on vient avec des arguments, avec des éléments de fait, pour que le Camerounais comprenne que désormais, M. Biya Paul est engagé dans la lutte contre la corruption. Donc, aujourd'hui, le rôle de la CONAC est le rôle, je ne sais pas, de la presse. Relayer les faits et après, blackout. Alors, est-ce que vous pensez que la CONAC et le tribunal criminel spécial fonctionnent sur la base des rapports à tête chercheuse dans la lutte contre la corruption? Déjà au niveau de la CONAC, certains pensent que la CONAC elle-même elle est corrompue. Parce que, pas corrompue dans le sens, pas forcément dans le sens des détournements. Tout à fait. Dans le sens où elle n'est pas du tout sincère dans sa démarche ou dans le choix de ses clients. Parce que on a l'impression qu'il faut juste présenter quelque chose chaque année pour justifier peut-être les salaires qui sont récoltés ça et là par les différents membres de cette institution. Pour ce qui est du TCS, comment le TCS agit? Est-ce que les juges du TCS jouissent pleinement de leur autonomie, de leur indépendance? Est-ce qu'ils agissent en âme et conscience, ou alors tout le monde attend que les ordres viennent d'en haut? Donc je crois pour ma part, Romaric, que compter sur le système actuel qui est bâti sur la corruption, compter sur ce système pour combattre la corruption ou pour lutter contre le détournement des fonds publics, c'est comme si on comptait sur un chef de gang pour le maintien de l'ordre dans un quartier, ou alors on comptait sur le chef des criminels pour finalement mettre un terme au crime. Pourtant, le criminel ne vit que du crime. Mais cette corruption qui est très galopante au Cameroun, à qui est-ce qu'elle profite véritablement? Pourquoi cette lutte est retardée au Cameroun et à qui est-ce que ça profite en dernier ressort? Alors, si on est dans un régime du tous coupable ou du tous détourneur, oui, dans ce système, on est dans une espèce de dilemme de voleur. J'avais évoqué une fois la dialectique du collecteur d'impôts véreux et du commerçant véreux. Aucun d'entre eux n'a intérêt à ce que le prélèvement véreux des impôts s'arrête, parce que tout le monde ne vit que de ça. Si le commerçant véreux décide de mettre un terme à la transaction véreuse avec le préleveur d'impôts, il aura à payer chèrement les impôts. Et si le préleveur d'impôts décide de mettre un terme à cette pratique véreuse, il n'aura plus de quoi allonger son salaire chaque fin du mois. Du coup, tous sont, en fait, ont intérêt à ce que la transaction véreuse subsiste. Oui. Voilà. Même chose, ils ont peur du chantage. Tu me trahis, je te trahis. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La neutralisation entre les différents prévaricateurs. De sorte qu'aujourd'hui, lorsque la justice décide d'engager telle action, vous avez une autre poche de pouvoir qui fait obstruction et finit par protéger celle qu'elle veut, c'est lui qu'elle veut protéger. Donc juste pour vous faire savoir que si effectivement on décide d'ouvrir les dossiers noirs en lien avec la gestion de l'État, nous aurons pratiquement tout l'establishment en prison. Alors, docteur Monod, quelle est la répercussion de cette corruption sur le bon fonctionnement des institutions au Cameroun? Pas seulement le bon fonctionnement des institutions, mais du bien-être des Camerounais. Du moment où on décide d'allouer des montants assez élevés pour la construction peut-être de 1000 forages, de 2000 forages, et qu'à la fin, l'argent
a eu à prendre une autre direction. Du coup, on n'aura pas de forage et les populations vont mourir de soif. Donc, il y a déjà l'impact au niveau de la vie des populations parce que les politiques publiques qui doivent être financées par les ressources détournées ne sont pas finalement mises en œuvre. Et c'est la population qui prend un coup. Maintenant, au niveau des institutions, du fonctionnement des institutions, je crois qu'aujourd'hui, au regard de l'état d'esprit des uns et des autres, les institutions n'ont aucun souci parce qu'elles continuent de fonctionner malgré qu'elles ne soient pas vraiment rentables, malgré qu'elles n'offrent pas aujourd'hui les garanties en termes d'offres en bien-être. Mais toujours est-il que ces institutions fonctionnent. Mais il y a un problème qui n'est pas souvent assez relevé, c'est celui de la compétence des ressources de l'État, ressources humaines de l'État. Parce que lorsqu'on décide de recruter sur la base de la corruption, forcément, il y a une incidence ou il y aura une incidence sur la rentabilité du personnel. Je prends le cas des universités. Lorsqu'on décide de recruter les docteurs, chômeurs, sur la base de la corruption, sur la base du favoritisme, sur la base du copinage, du coup, vous n'aurez pas des enseignants compétents dans les amphithéâtres. Au niveau même des départements ministériels, lorsqu'on décide de recruter, non pas sur la base de la méritocratie, mais sur la base des affinités de la corruption, du coup, vous aurez des individus, de un qui ne maîtrisent rien, de deux qui vont venir tourner les pouces toute la journée, de trois qui seront toujours tentés de reproduire le schéma qui les a aidés à arriver à ce niveau. Donc, pour vous faire savoir que le coût n'est pas seulement financier, il y a également un coût humain, il y a également un coût social. C'est pourquoi aujourd'hui, la question de la corruption doit aller au-delà des gros montants qui sont avancés pour attaquer la question de l'impact du manque à gagner des populations et du manque à gagner de la production de l'État, de la rentabilité du service administratif au Cameroun. Et du bon fonctionnement de ces institutions. Alors, cette corruption a des répercussions importantes sur les institutions. Le 11 juin 2024, par exemple, puisque vous évoquiez le fonctionnement des institutions tout à l'heure, on a 1312 faux diplômes qui ont été détectés dans le cadre du processus de recrutement des jeunes gendarmes et soldats, sans compter ceux déjà en fonction dont on ne connaît pas réellement si les diplômes sont vrais ou pas. Ils sont déjà en fonction et dans nos administrations. Est-ce que ce n'est pas l'une des causes de la mauvaise performance de nos administrations qui parfois manquent cruellement aussi bien de la capacité d'anticipation que de prévention de certaines situations? Déjà parlant des faux diplômes, oui. Je crois que le prochain président devra lancer un audit national sur les diplômes à partir de l'éducation de base jusqu'à l'enseignement supérieur. À partir de l'éducation de base, dites-vous? Exactement. C'est-à-dire des CEP ou des CPE jusqu'au doctorat. Parce qu'il faut quand même dire que la diplômie a produit beaucoup de faux diplômes, beaucoup de faux diplômés, beaucoup d'usurpateurs des diplômes, des usurpateurs des titres universitaires. Donc il est important que le prochain président ouvre en fait le champ de la lutte contre ces usurpations ou ces faux diplômes. Maintenant, pour ce qui est de la productivité de nos administrations, de nos institutions, je crois que tout à l'heure je l'ai évoqué, en démontrant que si à la base on décide de recruter des individus qui n'ont pas la compétence, des individus qui n'ont pas la capacité mentale, la capacité morale, forcément on aura à la fin une faible
productibilité de l'État, une faible rentabilité de l'État. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui des institutions qui produisent des résultats insolites. Vous n'avez qu'à lire certains communiqués ou certains actes pris par les administrateurs, par nos ministres. Vous vous posez bien la question de savoir si il y a eu réflexion préalable, si ce sont des individus qui peuvent revendiquer ne serait-ce qu'un BPC qui ont produit ce type d'acte ou ce type de décision. Donc cela se ressent aujourd'hui, je dis bien même au niveau du gouvernement. Ça veut dire que lorsque vous suivez les discours de certains acteurs gouvernementaux, vous lisez leurs actes écrits, vous observez leurs ajustements, leurs comportements, leurs attitudes, vous vous demandez si ces gens méritent les diplômes qu'ils réclament ou alors s'ils sont à même de prouver la compétence qui se cache derrière les diplômes qu'ils revendiquent. Donc pour vous faire savoir que aujourd'hui, si on a un État quasi à genoux, quasiment en lambeaux, c'est parce que derrière, on a décidé de sacrifier la compétence académique, la compétence professionnelle, la compétence morale au profit des petites logiques corruptives ou des petites logiques de corruption. Donc la corruption a effectivement une incidence majeure sur la rentabilité de nos institutions. Lorsque vous interrogez les résultats des institutions même en charge de lutter contre la corruption, vous vous posez la même question. Est-ce que c'était des bonnes personnes qu'on devait mettre à ces endroits? Est-ce que ce sont des meilleurs du domaine qui ont été choisis pour conduire la dynamique de lutte contre la corruption? Donc, pour vous faire comprendre que aujourd'hui, la question de la corruption, ou alors la corruption de manière littérale, a une incidence majeure sur le fonctionnement, sur la rentabilité de nos institutions. Alors, que faut-il pour l'enrayer, Aristide Mono? Ou alors vous pensez, comme d'autres personnes, que sous le régime actuel, c'est quasiment un leurre, il va falloir tout reprendre à zéro, d'après vous? Alors, si au départ, nous sommes d'accord que le système actuel est bâti sur la corruption, ne fonctionne que par la corruption, ne survit que grâce à la corruption, du coup, on a la réponse à votre question. La réponse est simple. Aujourd'hui, nous devons plutôt être dans une logique de limitation de la casse. Il faut juste limiter les conséquences. Il faut limiter les gaffes. Mais dire qu'on va combattre la corruption en misant sur ceux qui ne vivent que de la corruption, ne survivent que grâce à la corruption, c'est être totalement naïf. Aujourd'hui, le peuple camerounais, les acteurs alternatifs devraient plutôt se mettre dans une posture de containment, contenir les affres de la corruption et attendre qu'il y ait un nouveau système, pas forcément un nouveau visage ou des nouvelles personnes, mais un nouveau système. Parce qu'on peut ne plus avoir Paul Biya à la tête de l'État et avoir un autre individu qui va venir reproduire quasiment les mêmes écarts de gestion du système Biya. Ça peut être par exemple un de ses ministres, par un coup de force, un de ses grands officiers. Alors dans ce cas, le changement de personne à la tête de l'État n'entraînera pas le changement des attitudes dans la gestion de l'État. Donc il est important que les acteurs alternatifs, les acteurs de la société civile, les acteurs de l'opposition se mettent en branle pour stopper les fusions, pour essayer de contenir les affres de la corruption, tout en espérant qu'à l'occasion d'une élection, à l'occasion d'une autre situation, que le système en place puisse libérer le plancher
et permettre à ceux que nous ayons à la tête de l'État des hommes d'honneur, des hommes qui ont honte, des hommes qui sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont fiers de leur honneur, ils sont fiers de leur honnêteté, ils sont fiers de leur personnalité. Mais si vous avez toujours des éboueurs à la tête de l'État, des gens qui manquent de personnalité, des gens qui sont déjà dans une logique du sagat, je vous assure, il n'y a rien à espérer de ce type de personnes. Alors, questionnons maintenant le fonctionnement de nos institutions. On nous a appris à l'école, par exemple, qu'il y avait deux catégories d'institutions au Cameroun, les institutions idéologiques et les institutions répressives. Si on va dans la logique des institutions idéologiques, on va prendre des ministères d'enseignement, on va prendre beaucoup d'autres institutions qui, sur le plan idéologique, travaillent à construire un certain idéal au Cameroun. Comment trouvez-vous leur fonctionnement et leur direction particulièrement? Voilà, c'est intéressant de revenir sur les instruments des appareils étatiques, les instruments de l'État. Tout à fait. L'appareil idéologique, oui. L'appareil répressif. L'appareil idéologique au Cameroun, comme les autres appareils étatiques, est sous l'emprise de l'ordre politique actuel. Il y a une inféodation, j'allais même dire une prise en otage des institutions. Et ces institutions fonctionnent suivant les attentes, non pas du peuple camerounais, non pas de la logique intellectuelle, même pas suivant la logique du discernement, mais suivant les desiderata ou des caprices de l'ordre dominant. De sorte que, à la fin, ces institutions sont plutôt contre-productives. Si on prend par exemple le cas de l'éducation, les appareils idéologiques de l'État, on a 3 types d'appareils. On a les médias, tout à fait. On a la religion et on a l'éducation. Lorsque vous essayez d'observer le fonctionnement de ces 3 appareils idéologiques de l'État, vous allez vous rendre compte que ces institutions sont prises en otage. L'éducation. Comment est-ce qu'on définit le système éducatif camerounais? Le système éducatif camerounais présente quoi aux enfants comme icône, comme héros national? Oui. Ce sont plutôt des prévaricateurs actuels qui sont sanctifiés. L'école qui fait des efforts d'abrutir davantage les élèves, de les mettre en situation de surcharge intellectuelle, fait des efforts de ne pas aérer l'accès à l'éducation, n'offre pas des alternatives aux produits de l'école, vous voyez qu'on est dans un système ou dans une logique de zombification totale des masses, les maintenir dans l'obscurantisme afin de les dominer davantage. Et la domination, c'est donc l'un des objectifs de l'ordre dominant. Lorsque je parlais tout à l'heure de caprices et de desiderata, il faut mettre dans ce panier la domination littérale. Si on prend le cas de la religion, en dehors du sursaut qu'on a observé ces derniers jours de l'Église catholique, le sursaut de l'Église catholique, vous allez vous rendre compte que globalement, la religion ou les acteurs religieux, les officiels religieux, sont pratiquement soit des membres de l'ordre de 82, soit des suppôts de l'ordre de 82, soit des esclaves moyennant quelques privilèges, quelques prébendes. Vous avez observé le comportement de certains imams après la sortie de l'évêque de Yagua ou de l'archevêque métropolitain de Douala. Tout à fait. Vous avez vu le comportement, même à l'intérieur même de la conférence épiscopale, ce n'était pas l'unanimité. Il y avait des logiques de dilution du discours dur qui avaient été tenues par des collègues. Donc, juste pour vous faire comprendre que, même au niveau de la religion, il y a une certaine encapsulation en cours de tout le personnel afin qu'il pense
suivant la logique de domination littérale Il y a même de eu l'ordre dominant. Il y a eu la rencontre du secrétaire général de la présidence de la République qui s'est déplacé pour aller rencontrer... Exactement. Maintenant, si vous prenez le cas des médias, les médias au Cameroun, si on prend ne serait-ce que les chaînes de télévision qui opèrent à Yaoundé, vous allez vous rendre compte que si on prend par exemple le cas On ne va pas faire le procès des confrères. Non. Non. Non, je parle des promoteurs. Oui, Les promoteurs qui ne sont pas forcément vos confrères. tout à fait. Voilà. Lorsque vous essayez de checker le background politique des différents promoteurs, ne serait-ce qu'à Yaoundé, vous allez vous rendre compte que quasiment à 100%, ce sont des membres engagés. Je dis engagés, ce ne sont pas des acteurs passifs, mais des acteurs actifs, soit du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, soit de l'ordre dominant, avec un système de censure qui ne dit pas son nom. Lorsque vous essayez, vous vous levez le matin, vous consultez les différentes unes Oui. de la journée. Vous allez vous rendre compte que sur 10 presses, il y a au moins 8 qui parlent soit de l'ordre de 82, l'ordre dominant en général, soit d'un membre de l'ordre sur des faits insignifiants, voire même insolites. Vous vous levez un beau matin, vous lisez X, le modèle de développement, le modèle de la rectitude, mais vous vous demandez, mais est-ce qu'on parle de la même personne? Alors vous vous rendez compte que même au niveau de la presse, à quelques exceptions près, au niveau de la presse, c'est pratiquement l'encapsulation. Le musellement. Donc juste pour vous faire comprendre que les institutions, l'appareil idéologique de l'État, dans ses différents démembrements, est pris en otage par la pensée de domination littérale qui gouverne le mode d'action et le fonctionnement du régime de Yaoundé. Et que dit Dr Aristide Mono de l'appareil répressif et de ses institutions? Je crois que je resterai focus sur mon principe de base, Oui. sur mon paradigme de base qui me permet d'analyser l'état du Cameroun dans sa dimension pouvoir rationnel légal, c'est-à-dire sa dimension gouvernementale. Lorsqu'on dit l'État, ça veut dire l'appareil gouvernant. Si on reste d'accord qu'on est dans une logique de patrimonialisation de l'État, et qui dit patrimonialisation dit privatisation de l'État à des fins de prédation. Alors, à langage terre à terre, même l'appareil répressif, qui devrait normalement fonctionner avec la violence physique légitime, se retrouve plutôt dans une situation de production de la violence physique illégitime. Et pour cause, cet appareil est également privatisé par l'ordre dominant. Et des éléments de cet appareil, pas des éléments subalternes, mais des éléments de haut de cet appareil, sont également sous le coup des différentes catégorisations faites tout à l'heure lorsqu'on parlait des acteurs religieux. Il y a les membres de l'ordre de 82, il y a des suppôts et il y a également des esclaves de l'ordre de 82. Du coup, on est dans une situation de conservation commune des positions de pouvoir qui donnent lieu à des positions de prévarication ou de captation des privilèges indus. Et c'est pourquoi vous pouvez, par exemple, voir un général plus violent qu'un homme politique lorsqu'il a affaire à une adversité politique. Il est plus violent que le politique. Vous pouvez rencontrer un colonel qui est plus violent qu'un homme politique devant une situation d'adversité. Ça signifie que lorsque, par exemple, vous parlez de la question du code électoral, Oui. vous estimez qu'il est important qu'on adresse ce problème à M. Paul Biya de manière offensive ou de manière un peu plus directe. Oui. Ce n'est pas M. Paul Biya qui est énervé.
C'est pas lui qui a les yeux rouges. C'est pas lui qui a le visage froissé. Ce sont ces acteurs qui, en principe, ne devraient pas être concernés par le débat, devraient plutôt faire preuve de neutralité, d'impartialité. Ce sont ces acteurs qui sont les premiers à intervenir. Du coup, au moment où vous êtes en train de projeter votre action, ces acteurs ont déjà encerclé votre maison. Ces acteurs vous ont déjà mis sur écoute. Pourtant, en principe, ils n'ont aucun intérêt à ce que le débat soit court-circuité. Mais ils le font. Pourquoi? Parce que ils agissent d'une manière ou d'une autre, ils sont soit les membres de l'ordre politique, mais en CREI, soit ils sont des suppôts de l'ordre politique, soit des esclaves de l'ordre politique.